Il est surnommé le Monsieur Outre-mer de Marine Le Pen. André Rouget est en visite en Guyane pour un déplacement de plusieurs jours jusqu'à dimanche avec plusieurs thématiques au programme. Orpaillage, continuité territoriale, coût de la vie, développement économique et agricole, sécurité et immigration. Un an après les résultats des élections présidentielles, lorsque Marine Le Pen était arrivée en tête au second tour en Guyane, comme dans beaucoup d'autres territoires d'outre-mer, que reste-t-il du Rassemblement national ? Car certes, succès pour les présidentielles, mais déconvenu lors des dernières élections législatives. Le candidat RN Jérôme Arbour n'avait récolté qu'un peu plus de 4% lors du scrutin sur la première circonscription. Le vote RN est-il donc condamné ici en Guyane à n'être qu'un vote de circonstance sans réelles assises sur le territoire ? Pour en parler, André Rouget est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour monsieur Zamit et bonjour à toute la Guyane. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays. André Rouget, vous êtes député européen et délégué national à l'outre-mer du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous venez faire en Guyane, André Rouget ? Un déplacement pour quoi faire et pour voir quoi précisément ? Écoutez, vous l'avez dit dans votre annonce, je suis venu pour parler d'un certain nombre de sujets. En l'occurrence, l'orpaillage, l'exploitation aurifère, le coût de la vie, la réforme des retraites, la continuité territoriale, le désenclavement de l'Ouest guyanais, l'insécurité, l'immigration, et puis le travail de fond auquel je me livre avec une équipe d'experts très bons connaisseurs de l'outre-mer, parce que le travail, il est permanent et il doit pas intervenir uniquement au moment des campagnes électorales. Alors, hier, j'étais à Maripasoula, où j'ai été accueilli par le colonel chef de corps du 9e Rimage, donc été accueilli par ses marsouins et les chasseurs alpins de la compagnie tournante. Et je dois dire que nos forces armées font un travail absolument exceptionnel dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage, et qui pourrait faire encore davantage si on donnait à nos forces armées les moyens législatifs et le cadre juridique pour pouvoir en faire davantage. Parce que là, le colonel et le commandant de compagnie m'expliquaient qu'ils doivent se contenter de faire du harcèlement, de la destruction de matériel, mais qu'en aucun cas, ils ne peuvent interpeller les orpailleurs, les garimperos, qu'ils ne peuvent pas aller au contact des nombreuses bandes armées et de ces 8 à 10 000 orpailleurs qui pillent l'or de la Guyane. Et il faudrait qu'il y ait une véritable décision liée à une volonté politique pour donner les moyens à nos forces armées de façon à faire davantage que ce qu'ils font aujourd'hui. Ils sont à 30 à 40% de leur réelle potentialité. Donc, si un jour il y a une volonté politique pour encadrer l'exploitation aurifère, ce dont nous sommes partisans au Rassemblement national, où nous considérons que l'exploitation aurifère doit être encadrée par les pouvoirs publics, à savoir la collectivité territoriale, l'État, et aussi des professionnels de l'exercice minier, qu'on en a en France, dans les majors, je pense à différents groupes, Colas, Vinci, pour ne citer que. Tout est question de volonté politique. Il y a la volonté politique française, monsieur Rouget, il y a aussi celle non seulement du Brésil et du Suriname. De nombreux observateurs mettent en avant le fait que tant qu'il n'y aura pas une continuité diplomatique sur ce point-là entre les trois pays, la France aura beau mettre des moyens considérables sur la table, le sujet de l'orpaillage illégal ne sera jamais résolu. Écoutez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Commençons par faire ce que nous avons à faire chez nous et que nos diplomates se mettent au travail pour poursuivre les pourparlers avec nos voisins du Suriname et du Brésil. Tout ça, je le répète, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique pour la lutte contre l'orpaillage, c'est une question de volonté politique pour l'exploitation aurifère, mais c'est une question de volonté politique également pour tous les sujets que j'ai cités en annonce, parce que on a le sentiment aujourd'hui qu'il ne se passe rien, que le gouvernement est à l'arrêt. D'ailleurs,
pas seulement pour l'outre-mer, comme on le voit bien avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos grandes villes de métropole, mais comme ça passe également dans les petites sous-préfectures. On voit bien que la France est mobilisée contre le mode de gouvernement d'Emmanuel Macron, et plus particulièrement à l'outre-mer. Ça fait 15 ans qu'il ne se passe rien. Je l'ai dit, je l'ai répété pendant la campagne présidentielle. On a le sentiment qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, il faut faire un audit, des assises, des états généraux. Écoutez, nous, comme je le disais, nous avons travaillé, et le Rassemblement national et le parti de l'alternance, si demain nous sommes au pouvoir, nous sommes prêts à travailler au lendemain de notre arrivée. André Rouget, qu'est-ce que représente la Guyane et plus généralement les Outre-mer pour le Rassemblement national? On va essayer de mettre de côté un petit peu les éléments de langage qu'on entend dans la bouche de quasiment tous les politiques qui viennent en visite sur le territoire. La Guyane est une chance pour la France, une terre d'opportunités, ce genre de choses. Quelle vision claire votre parti a du territoire guyanais, et surtout en quoi est-ce que vous vous différenciez finalement de l'offre politique? Parce que le manque de moyens, le manque de vision, comme vous avez pu l'expliquer sur la question de l'orpaillage et sur les autres sujets, tous les autres partis nationaux, mis à part évidemment celui d'Emmanuel Macron qui est au pouvoir actuellement, c'est ce que tout le monde dit. En quoi est-ce que vous vous différenciez finalement dans votre offre politique, André Rouget? Alors, vous avez repris là, dans la question que vous venez de me poser, oui, l'outre-mer est une chance pour la France, ce que l'on entend de façon incantatoire depuis des décennies. Non, l'outre-mer, c'est pas une chance pour la France, l'outre-mer, c'est la France. Donc, comme tout territoire français, il se doit d'être administré convenablement, et il mérite toute l'attention que le gouvernement lui doit. Or, aujourd'hui, on a le sentiment, une fois encore, que le gouvernement ne lui porte pas l'attention qu'il mérite. Je parle de la France d'outre-mer en général, de la Guyane en particulier. On a un ministre de l'outre-mer, M. Darmanin, qui est un peu hors sol, et d'ailleurs je trouve un peu curieux que l'on ait confié le portefeuille de la France d'outre-mer au ministre de la police, comme si il y avait une annonce qu'on voulait faire passer aux ultramarins sur le thème tenez-vous à carreau, sinon le ministre de la police veille. Il y a un ministre délégué dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est sympathique, extrêmement bon vivant, mais que dans les faits, il se montre très très affectueux avec les mouches, et que rien n'avance réellement. Là, vous faites référence à ce qui a été fait sur la question du pouvoir d'achat avec. Écoutez, sur le pouvoir d'achat, nous avons des solutions concrètes qui peuvent être mises en application assez vite. D'abord, je me demande pourquoi M. Carinco a fait pression sur M. Pouyanné, PDG de Total, pour que la ristourne que le groupe Total avait annoncé pour l'ensemble du territoire français, pour que cette ristourne ne s'applique pas outre-mer. Les Français d'outre-mer ne seraient pas des citoyens à part entière, ce seraient des citoyens de seconde zone. Pourquoi cette ristourne ne s'est-elle pas appliquée outre-mer à la demande de M. Carinco? Alors je l'ai écouté, il est venu s'expliquer en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, je l'écoutais en vidéo, il a seulement dit « Ah bah oui, je me suis peut-être trompé ». Voilà, et il bat sa coulpe, et ça fait que des millions d'ultramarins et de Guyanais n'ont pas bénéficié de cette ristourne, alors que l'on sait que nos compatriotes sont à découvert au 10 de chaque mois. Alors, il suffirait, première mesure, reconfigurer l'octroi de mer. On sait très bien que l'octroi de mer, c'est plus ou moins 15%. Sur le coût des produits importés. Alors, on va nous opposer que oui, mais l'octroi de mer finance les collectivités locales. Mais une fois encore, la France d'outre-mer, c'est pas un territoire de deuxième catégorie, de deuxième zone. Le droit ordinaire doit s'appliquer dans la France d'outre-mer comme partout ailleurs. Mais on réforme l'octroi de mer de quelle manière finalement? On le supprime? Non, pas du tout.
c'est la dotation globale de fonctionnement, comme partout ailleurs en France, qui finance les collectivités locales. Pour l'ensemble de l'outre-mer, c'est plus ou moins 1 milliard. Quand on voit que le gouvernement distribue à tout va, à gauche, à droite, aux voisins d'Afrique et d'ailleurs, je pense qu'il y a un moment où il peut se concentrer sur ces natifs français. Donc c'est plus ou moins 1 milliard, donc qui est financé par la dotation globale de fonctionnement. Et puis l'octroi de mer ne s'applique que sur les produits hors métropole et hors Union européenne, ou sur les produits entrant directement en concurrence avec la production locale. Alors, c'est quand même assez anormal que des produits français provenant de métropole soient soumis à une taxe complètement anachronique qui a été mise en place par Colbert, rappelons-le. Oui, ça fait un moment que ça existe. Je le disais en introduction, André Rouget, succès pour votre parti au deuxième tour des présidentielles en avril dernier. Marine Le Pen en Guyane, c'est 60% des voix devant Emmanuel Macron, soit une percée de plus de 25 points entre 2017 et 2022. Pourtant, et je reprends un qualificatif qui est revenu entre la campagne présidentielle et les législatives, c'était de dire que votre parti était un parti fantôme qui fait des coups d'éclat mais qui ne dispose finalement d'aucune assise sur le territoire. Qu'est-ce que vous en pensez, André Rouget, sur vos difficultés à capitaliser ce qui se passe pendant l'élection présidentielle ? Écoutez, le Rassemblement national, qui aujourd'hui fait figure de parti de gouvernement et d'alternance, chacun s'accorde à dire qu'il est le parti le plus crédible et le plus sérieux dans ses travaux à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, progresse par étapes. Alors, nous n'avions que quelques députés à l'Assemblée nationale. Nous avons aujourd'hui un groupe parlementaire de 88 députés. Oui, non, alors on va rester sur la Guyane, André Rouget. On va rester sur la Guyane. J'établis un parallèle. Donc, il y a une étape qui a été franchie au national. Outre-mer, il est normal que nous procédions également par étapes. Nous sommes partis de très loin. Lorsque j'ai pris mes fonctions officieusement à la veille des élections européennes de 2019, nous avons élaboré une stratégie de concert, Marine Le Pen et moi-même, nous l'avons élaborée à deux, et nous avons élaboré une stratégie sur l'outre-mer, et de façon à ce que les Français d'outre-mer comprennent que le Rassemblement national est le parti de l'outre-mer, que Marine Le Pen, maintenant tout le monde le sait, a une affection particulière pour l'outre-mer. Donc nous avons eu une candidate ultramarine éligible aux élections européennes. Je vous rappelle que Marine Le Pen avait déjà, en cumul de voix à la présidentielle de 2017, était déjà arrivée en tête de la France d'outre-mer. Nous sommes arrivés partout en tête outre-mer aux européennes de 2019, exception faite de la Martinique et de la Polynésie. Et puis, il y a eu ce raz-de-marée de l'élection présidentielle de 2022, 60% ici en Guyane, 70% en Guadeloupe, 60% à Mayotte, à La Réunion, en Martinique. Du coup, alors, comment on passer à l'étape suivante? La différence de score est considérable. Écoutez, la volonté du Rassemblement national de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, elle est maintenant de passer à l'ancrage local. Il est nécessaire que partout outre-mer, et en particulier en Guyane, là où existe un tel potentiel en faveur de notre mouvement, nous puissions constituer une liste pour les élections territoriales, que nous ayons des candidats aux élections municipales et que nous ayons des candidats aux élections législatives. Oui, sur toutes les circonscriptions. Sur toutes les circonscriptions. Voilà. Donc, Jérôme Arbour a jusqu'à maintenant fait un travail exceptionnel. Il a assuré la présence du Rassemblement national. Maintenant, Jérôme est un jeune homme qui fait ses études, qui travaille, qui a une activité politique. C'est pas forcément évident de mener tout ça de front. Et du coup, c'est un problème de candidat ou bien c'est un problème de rapport plus profond, on va dire, que le Rassemblement national entretient avec le territoire? C'est un problème d'implantation.
qui n'est pas propre à l'outre-mer, qui est propre à l'ensemble du territoire. On a élaboré des stratégies jusqu'à maintenant concernant les élections nationales. Maintenant que, je vous l'ai dit, nous avons franchi une étape, que nous disposons d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, l'objectif et le cap sont fixés sur l'ancrage local, sur les candidatures partout, aux municipales, aux territoriales, aux législatives. Donc il y a un travail de réorganisation à faire. Je suis là pour ça aussi. Et une réorganisation qui doit passer par quoi précisément ? Déjà du dialogue, de la consultation. Le RN ne consultait pas suffisamment auparavant ? Écoutez, c'est paradoxalement, j'observe que c'est souvent les élus nationaux auxquels on ouvre plus facilement les portes pour les consultations que les responsables locaux. Ça a toujours été, quelle que soit la formation politique, et j'ai toujours connu ça, et quel que soit le territoire, bien souvent, on ouvre plus volontiers sa porte à un responsable national qu'à un responsable local. Comme vous l'avez dit, le parti a franchi des étapes au niveau national, et en Outre-mer, il a réussi à s'imposer, alors que historiquement, c'était quand même des territoires qui étaient farouchement opposés à votre famille politique. Malgré tout, et pour se concentrer, on va dire, sur le cas guyanais, retour en arrière, si on regarde les scores du premier tour. Marine Le Pen perd des voix entre le premier tour en Guyane de 2017 et le premier tour en Guyane de 2022. Le grand gagnant de l'élection présidentielle de 2022, André Rouget, ça n'est pas Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. Depuis tout à l'heure, vous, et à juste titre très certainement, vous attaquez la politique gouvernementale d'Emmanuel Macron. Est-ce que votre premier adversaire ici en Guyane, ça n'est pas tout simplement Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, entre les deux tours de la présidentielle, à ce même micro, j'ai rappelé quand même que Emmanuel Macron a été réélu grâce à Jean-Luc Mélenchon. Et ça, personne ne doit l'oublier. Je rappelle que les deux hommes se sont parlé par des messages SMS avant que Jean-Luc Mélenchon n'appelle à faire barrage à Marine Le Pen. Si Marine Le Pen était un danger, ça se saurait. Je pense que vu l'état actuel de notre pays, Emmanuel Macron est autrement plus dangereux pour la France et les Français. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a pas d'approche de l'intérêt général. Ni Jean-Luc Mélenchon, ni les membres de son parti de la France Insoumise. Je le constate régulièrement au Parlement européen à Bruxelles, où je siège dans la commission du développement régional, qui est présidée par M. Omar J, député de la France Insoumise. Lorsque je dépose des amendements qui concernent l'intérêt général de tout l'outre-mer, mes amendements ne sont même pas examinés au seul prétexte que je suis membre du Rassemblement national. Et on l'a vu plus récemment dans le débat sur les retraites à l'Assemblée nationale, où le Rassemblement national a déposé différentes motions de référendaires, de censure, etc., qu'aurait permis, si elles avaient été votées par l'ensemble de l'opposition, de faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne et de mettre sérieusement Emmanuel Macron en difficulté. Mais Jean-Luc Mélenchon, une fois de plus, n'a pas voulu voter avec nous, alors que nous, toujours animés par l'intérêt général, n'hésitons pas à voter les motions déposées par la NUPES et la France Insoumise. Donc, pour résumer, le principal soutien d'Emmanuel Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ils ont dû passer un deal et sont dans un cinéma permanent. Et en réalité, l'un soutient l'autre et vice-versa. Mais du coup, et pour compléter la question que je vous ai posée tout à l'heure, à quel point finalement le vote Marine Le Pen est un véritable vote d'adhésion, de la même manière qu'on peut le voir dans l'Hexagone. Ici en Guyane, on a l'impression que le vote Marine Le Pen, en tout cas pour le second tour, était surtout un vote anti-Macron plutôt qu'un vote pro-Marine Le Pen. Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, tout se passe par étapes. Et comme disait Jacques Chirac, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Voilà, à la fin de la foire, c'est Marine Le Pen qui était en tête. Et aujourd'hui,
je suis là pour faire en sorte que ce scrutin, ces résultats soient capitalisés et que nous puissions avoir un ancrage local, que ce vote se pérennise ici sur le territoire de Guyane et de façon à ce que nous ayons des représentants à la collectivité territoriale, dans les conseils municipaux et pourquoi pas à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les années à venir. C'est combien d'adhérents le Rassemblement national en Guyane ? Quelques dizaines, guère plus, et ça doit passer à quelques centaines, voire quelques milliers. D'ici ? Est-ce que vous avez un objectif électoral clairement identifié ? D'ici au présidentiel. D'ici au présidentiel, ça laisse un petit peu de temps. Dernière précision, dernière question, André Rouget. J'aimerais avoir votre avis et votre position parce qu'on a entendu, pour le coup, tout et son contraire de votre côté, du côté de votre parti, entre la présidentielle et les législatives, pour ou contre l'évolution statutaire. Écoutez, moi je pense que la Guyane doit avoir un statut adapté à sa particularité. On est sur un territoire qui est grand comme le Portugal, qui est à des milliers de kilomètres de la capitale. Donc oui. Je pense que c'est aux Guyanais de trancher. Je pense que c'est aux Guyanais de trancher et que ça doit être tranché par une consultation référendaire, comme il y en a déjà eu par le passé, lorsque Brigitte Girardin était ministre. Annick Girardin ? Non, Brigitte. Ah, Brigitte, pardon, on peut parler de... Ouais. confusion de noms. Merci beaucoup André Rouget d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc député européen, délégué national à l'Outre-mer du Rassemblement national. Vous êtes encore en Guyane jusqu'à dimanche. C'est cela. Bonne fin de déplacement et à bientôt. Radio Pays.